Bonjour à tous, merci pour les 40 000 abonnés. Je m'attendais pas du tout quand j'ai commencé YouTube il y a maintenant bientôt 3 mois et demi. Pour vous remercier et pour essayer de vous apporter de la valeur sur un sujet qui est peu couvert ou peu compris, j'ai décidé de faire une semaine de focus sur les missiles RR. On attaque aujourd'hui avec les bases et la compréhension de ce qu'est un missile RR. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour savoir toute la semaine quand on sort les vidéos, et jingle. Comme vous le savez, j'étais marin, j'étais lieutenant de vaisseau, l'équivalent d'un capitaine. Eh bien, figurez-vous, c'est un marin qui a été le premier à créer l'ancêtre du missile RR, de la roquette RR, pendant la bataille de Verdun en 1916. L'enseigne de vaisseau, c'était un lieutenant, l'enseigne de vaisseau, le prieur, qui est également un officier qui a inventé un système autonome de plongée, eh bien, il s'est mis à créer une sorte de roquette qui avait pour vocation de détruire les gros ballons dirigeables, les ballons d'observation. Ces roquettes, elles ont été initialement testées sur des voitures à 120 km/h. C'était 200 grammes de poudre noire, la charge militaire, une portée de 115 mètres. Ça se tirait par salve de 8, généralement face au vent, en piqué à 45 degrés. Donc imaginez arriver en piqué très fort, tirer la salve de 8, donc ça fait 1,6 kg à peu près de poudre noire contre les ballons, généralement depuis un Niepor 17, et ils ont obtenu plus de 30 victoires aériennes grâce à ça. On dit quoi? Merci la marine, merci enseigne de vaisseau, le prieur. Seconde guerre mondiale, les Allemands, assez en avance technologiquement, attaquent le R4M. Portée 1000 mètres, 3,2 kg de masse totale pour une charge militaire de 520 grammes. On est passé de 200 grammes là à 520 grammes. Ça se tire par salve de 12 et typiquement les Messerschmitt 262 pouvant en emporter jusqu'à 24 de salve de 12. Après le R4M, un prototype est né en 1943, c'est le X4, propulsé par un réacteur BMW, et oui, pendant la guerre, ils faisaient pas que des voitures, un réacteur BMW qui donnait 140 kg de poussée initialement, puis 30 kg de poussée pendant 17 secondes grâce à de l'acide nitrique. Ça permettait à ce missile filoguidé, eh bien, d'avoir une portée de 1,5 à 4 km. Filoguidé, c'est-à-dire qu'il y a un fil entre le missile et le porteur, qui était un Focke-Wulf 190, un Messerschmitt 262 ou un Junker 88, une charge magnétique de 20 kg, donc Première Guerre mondiale, on est sur 200 grammes. Début de la Seconde Guerre mondiale, on est sur du 520 grammes. Là, on est déjà à 20 kg de charge militaire avec une fusée de proximité dont on parlera tout à l'heure, qui détectait les moteurs DB17 en étant calé sur du 200 Hz, sur la fréquence de ces moteurs-là, pour exploser. Jamais vraiment utilisé de mon point de vue opérationnel, c'est resté en phase de test, mais ça a été repris, cette technologie, par l'armée française. Il y a une francisation. Ils ont décidé d'appeler ça le AA-10. Et là, on était sur un missile de 2 mètres, 60 kg à peu près. Et à noter également que pendant la Seconde Guerre mondiale, Von Braun, un ingénieur extrêmement connu, qui après a fini aux États-Unis à aider la conquête spatiale américaine, et bien sur les V2, il travaillait à des senseurs infrarouges. Pourquoi des senseurs infrarouges sur des V2? V2 qui étaient des sortes de missiles de croisière, tout simplement pour détecter les sources de chaleur, à savoir les villes. Et c'était pas si efficace que ça, tant mieux pour les Anglais. Alors on a posé un petit peu les bases historiques, je ne vais pas rentrer dans l'après-guerre, là je serai spécifique pour les vidéos Fox 1, Fox 2, Fox 3 à chaque fois. En gros, on a différentes phases. On a la phase guerre froide, puis la phase après-guerre froide, et une petite accélération technologique ces dernières années. Et là maintenant, on va regarder différents points. On va regarder les procédés de guidage, les lois de guidage, qu'est-ce que la surcompensation, les autodirecteurs, les charges militaires, les fusées de proximité, la propulsion, et c'est déjà pas mal, non? Allez, c'est parti. Procédé de guidage. Qu'est-ce qu'on a? On a l'autoguidage. L'autoguidage, pour faire très simple, vous avez le missile qui est déjà accroché avant de partir, qui sait où il doit aller, qui détecte la cible et qui va y aller tout seul comme un grand, suivant des lois de guidage dont on va reparler. Donc, en gros, il est autonome, il y va, il est accroché tout le long, il voit son objectif tout le long. Ça, c'est de l'autoguidage. On a la navigation inertielle. La navigation inertielle, on a des centrales à inertie à l'intérieur du missile. Et sur la navigation inertielle,
le missile va partir sur un relèvement de distance ou sur des informations de cap qu'on va lui communiquer, et il part sans savoir où se trouve sa cible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a en gros deux types de missiles. On a des missiles type généralement Fox 2 qui eux font de l'autoguidage tout le long. Et après, on a des missiles comme par exemple les Fox 3 qui ont des portées plus longues, qui viennent initialement faire de la navigation inertielle, puis changer de procédé de guidage alors qu'ils se rapprochent de la cible. On leur dit, hey, là, tu es assez proche de la cible. Ouh, super. Boum, maintenant je passe en autoguidage. Et il a des senseurs, il a un autodirecteur à bord et qui allume son petit radar et vient essayer de se guider tout seul. Donc deux types de guidage, l'autoguidage et la navigation inertielle, et il peut y avoir des mix. Voilà pour les procédés de guidage. Pour les lois de guidage, deux types de lois de guidage qui ont un énorme impact sur la trajectoire du missile. On a la poursuite, on va dire, old school, qu'on appelle la courbe de chien. Vous avez un angle constant entre le missile et la cible. Donc c'est exactement comme fait un chien, c'est-à-dire qu'il fonce vers la cible, et au fur et à mesure que la cible s'éloigne, eh bien on vient passer derrière et après le remonter. Vous vous doutez bien que c'est pas ce qui est le plus rapide et c'est extrêmement énergivore sur les phases finales. Ça a ses contraintes parce qu'en phase finale, souvent, eh bien, le missile n'a plus de propulsion, il est donc sur son inertie et ça peut avoir un impact. Ça, c'est la poursuite en courbe de chien. On a un autre type de guidage, c'est la loi proportionnelle. Sur la loi proportionnelle, au contraire, eh bien, essayer d'anticiper une trajectoire future et à partir de là, dépointer. Je vous parlais en combat aérien de lead pursuit. Il vient dépointer, il vient se mettre en avant, il vient anticiper un point d'interception futur, ce qui est mieux si la cible n'évolue pas beaucoup. Maintenant, vous avez une cible qui fait plus ou moins 45 degrés en avançant constamment, et là, vous vous rendez bien compte que si elle laisse le temps au missile de détecter ce changement de cap, et ben le missile va rectifier, puis re-rectifier, puis va rectifier, puis rectifier. Donc ça peut fatiguer le missile. Donc chacune de ces lois a à la fois ses avantages et ses inconvénients. Voilà pour les lois de guidage. La surcompensation. Surcompensation, qu'est-ce que c'est? Vous tirez un missile très loin face à un autre avion, et là, eh bien, soit votre missile il va tout droit, imaginez vous êtes à 15 000 pieds, il y a beaucoup d'air, soit votre missile il monte, il surcompense, il vient grimper, il profite de son boost initial d'énergie pour monter, et après il vient redescendre et refaire de l'énergie en descendant. Alors ça a des avantages et des inconvénients, chaque constructeur l'utilise ou l'utilise pas, chaque cas est différent, je n'entrerai pas dans les détails. Tout ce que je vous communique dans mes vidéos, c'est la source ouverte, rassurez-vous. Donc je ne trahis aucun secret, mais forcément, je ne rentrerai pas dans l'ultra détail, dans la vis pointue de certains thèmes. Donc là, c'est juste, voilà, faut savoir qu'il y a de la surcompensation qui existe chez certains missiles. Ça a ses avantages, comme par exemple, eh bien, avoir un excédent, plus d'énergie en phase finale. Néanmoins, quand votre missile arrive par en haut, eh bien, il faut qu'il arrive à déterminer où se trouve la cible par rapport au sol. Il peut y avoir, voilà, des soucis. Autre désavantage de la surcompensation comme ça, c'est que forcément votre missile au début il prend un peu une claque. Par contre, on a des gros avantages, c'est que en altitude il y a moins de molécules d'air, en altitude il y a moins de traînées, donc en termes d'énergie et de portée ça va plus loin. Et l'autre avantage, c'est qu'avec un missile qui arrive par en haut, c'est plus dur à détecter pour l'équipage, donc ça peut prendre par surprise l'équipage. Donc il y a des plus, il y a des moins, chaque constructeur, chaque pays un petit peu fait à sa sauce. Les autodirecteurs, je vous parle beaucoup de Fox 1, Fox 2, Fox 3. Le Fox 1, c'est du semi-actif, le Fox 2, c'est du passif, et le Fox 3, c'est du actif, ce qu'on appelle le fire and forget, mais vous verrez en fin de semaine, c'est pas si vrai que ça. Semi-actif, ça veut dire quoi? Il faut que l'avion qui est tiré illumine la cible avec son radar, il ne peut pas faire demi-tour. Le passif, on repart sur l'autoguidage, c'est vous tirez, il n'y a rien à faire, en fait c'est ça vraiment le fire and forget. Et l'actif, lui, va pouvoir aller plus loin, parce qu'il a en fait son propre radar à bord, donc il va pouvoir initialement partir en inertiel et ensuite allumer son propre radar. Mais je rentrerai dans les détails cette semaine. Ensuite, on a la charge militaire, qu'on appelle en résumé la CM, la charge militaire. Je vous ai parlé des 200 grammes de poudre noire, je vous ai parlé des 520 grammes sur le R4M. C'est ça, les charges militaires, c'est combien d'explosifs est-ce que j'ai à bord de mon missile. Pas besoin d'en mettre énormément, on est autour de quelques kilos, au grand maximum quelques dizaines de kilos, mais on a différents types. On a des charges militaires classiques, annulaires ou à fragmentation, tout ça pour dire que voilà, c'est compliqué, et fonction de l'explosif que vous utilisez, de comment il est prédécoupé, d'une multitude de choses, il y a des réglages différents. Là encore une fois, chaque industrie, chaque missile
à son type de charge et ça a un impact en tant qu'utilisateur. Nous, c'est des choses qu'on regarde. Cette charge militaire, c'est bien, mais elle ne sert à rien si le missile n'est pas en capacité de détecter qu'il se rapproche de la cible et que maintenant, il est temps de faire exploser cette charge militaire. C'est ce qu'on appelle la fusée de proximité. Rappelez-vous, sur le X4, c'était une fusée de proximité acoustique réglée sur la bande des 200 Hz, les moteurs du B-17. Cette fusée de proximité, en gros, si vous ne l'avez pas, ça vous force à un impact direct. Vous verrez quand on va étudier un territoire ennemi, le missile n'explose rarement en impact direct. Généralement, pour augmenter les chances, ils viennent exploser avant l'impact direct avec de la fragmentation ou en annulaire. Ça vient faire une sorte de gros cône et on va essayer d'envoyer un maximum de morceaux dans un gros volume de manière à s'assurer de pouvoir toucher l'avion et lui faire le plus de dégâts possible. Donc on a des fusées de proximité qui sont acoustiques, comme on a parlé, qui sont laser, il y a des détecteurs laser, où ils détectent une masse, ils les explosent, qui sont électromagnétiques, avec un petit radar, ou alors qui sont à impact directement. Donc différents types de fusées de proximité. Donc là, on en est où? On a vu qu'on a différents procédés de guidage, qu'on a des lois de guidage différentes, que les missiles peuvent monter, qu'ils ont un guidage, un autodirecteur fonction des senseurs qui est à bord, qui a une charge militaire, qui est mise en œuvre grâce à une fusée de proximité à une certaine distance ou pas. Maintenant, il faut de la propulsion. La propulsion, il y a deux grands types. Il y a le carburant solide, généralement du propergol, c'est grand classique. Et sinon, les Français et les Russes sommes très bons là-dedans, c'est les statoréacteurs. Le gros avantage des statoréacteurs, qui équipent par exemple le Météor, ce sont une capacité à moduler la poussée. Et là, maintenant, on va rentrer dans une multitude, on va dire, de détails. Mais un statoréacteur va pouvoir moduler sa poussée, va pouvoir faire une poussée plus courte, plus longue. Bref, il y a une multitude de choses possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grandes familles dans la propulsion. On a des moteurs qui poussent que quelques secondes, des moteurs qui poussent dans dizaines de secondes. Et puis après, on a des statos qui font un peu une sorte de mix. Donc, il y a une certaine propulsion, mais elle est sûrement plus courte que ce que vous pouvez penser en regardant les films. On parle de secondes seulement. Voilà pour la propulsion. Donc j'espère que ces différents points vous aident à un peu mieux comprendre à quoi ressemble un missile. Je sais que là c'est un peu brut, c'est pour ça que je fais une vidéo assez courte. Je vais vous résumer très rapidement ce qu'on a dit. C'est grâce à un marin de la marine française, l'enseigne des vaisseaux de Prieur, que les premières roquettes RR ont été créées. C'était du non guidé, du très simple, ça tirait en piqué à 115 mètres de portée sur les gros ballons. Et très rapidement, notamment grâce à une grosse avancée technologique allemande, on s'est mis à développer des systèmes guidés avec des charges militaires beaucoup plus fortes. Et maintenant, vous savez qu'un missile, c'est quelque chose d'assez complexe, qui a une propulsion, une fusée de proximité, une charge militaire à bord, qui vient exploser grâce à la fusée de proximité, qui va avoir une trajectoire qui va dépendre de la technologie et des lois qui sont mises dans ces calculateurs, et de son type de guidage. Maintenant, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à allumer cette petite belle, là, cette petite cloche, et comme ça, on attaque demain avec le Fox One, missile semi-actif. On va commencer à regarder la genèse des missiles semi-actifs, on va regarder les différents pays, Occident et Russie, et je vais rentrer dans le détail un petit peu de chacun de ces missiles, tout en restant source ouverte pour qu'à la fin de la semaine, vous soyez des gros shibans, comme on dit, que vous soyez vraiment à l'aise avec tous ces termes, et que dès que vous utilisez un missile en simulateur, dans un film ou autre, dès que vous voyez parler de missile, et ben, pour le prochain Top Gun 2, vous comprenez exactement ce qui se passe. Fly safe, stay safe, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé le contenu, me faire des remarques en commentaire, honnêtement je les lis tous. Et merci encore, mon bouquin est toujours best-selling, débrief, adaptation des méthodes de l'ARIA au monde de l'entreprise. Et c'est vraiment super, et je profite là de la petite pause dans le monde des conférences. Maintenant je suis conférencier à temps plein, et de consulting également, pour essayer de prendre un maximum d'avance. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer des idées. Pour l'instant, j'ai le calendrier qui est plein jusqu'à fin novembre, mais il faut commencer à remplir décembre avec vos idées. Allez, stay safe.